voilà, dans une période qui est un peu incertaine comme celle qu'on traverse en ce moment. Ça faisait déjà longtemps, donc on réfléchissait à voir comment on pouvait arriver à faire réfléchir les boîtes à de potentielles associations, parce que déjà on a une opportunité, on fonctionne chez Paris & Co par filière, donc il y a une vraie logique à essayer de construire peut-être des gens plus puissants, mais qui se regroupent. C'est pas aujourd'hui beaucoup la logique première des boîtes qu'on accompagne, et c'est vrai que chacun a envie d'abord de faire avancer son projet avant de potentiellement s'associer ou se faire racheter, ou voilà. Mais du coup on s'est dit que peut-être qu'aujourd'hui c'était d'autant plus intéressant de se poser la question. Voilà, et donc comme Corinne connaît bien ces sujets-là, on lui a demandé de faire un premier point là-dessus, et c'est un webinaire qu'on sera peut-être amené à refaire dans les prochains mois, en fonction de l'évolution aussi des choses. Et l'idée, c'est que si parmi vous, ou parmi d'autres boîtes de Paris & Co, il y a des sociétés qui se posent la question soit de s'associer, soit de se faire racheter, c'est qu'on puisse faire derrière une sorte de diagnostic et travailler avec Corinne éventuellement avec un potentiel appui de Paris & Co pour aider à ces logiques de renfort mutuel avec d'autres entreprises. Voilà un peu la big picture. Ok. Alors, on va y aller de façon, je dirais, progressive. Alors, je vais déjà me présenter 2 minutes pour tous les gens qui sont présents, de manière à ce que vous sachiez pourquoi je parle de ce sujet, parce que c'est peut-être intéressant de savoir que j'en parle parce que je le connais un tout petit peu. Donc, moi, je suis avant tout et depuis très longtemps conseil en fusion-acquisition dans le secteur bancaire, puis ensuite dans mon propre cabinet qui s'appelle Canupa, que vous avez là sur le document. Et par ailleurs, j'ai une double casquette puisqu'il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai créé, et donc en l'occurrence je manage, un fonds d'investissement d'amorçage qui est un fonds d'entrepreneurs en région Bretagne et qui accompagne des projets innovants, probablement en partie du type de ceux que vous managez tous ici dans cette réunion. Donc la logique, c'est que j'ai cette double vision du conseil qui accompagne des gens et dans la levée de fonds et dans la cession et dans l'acquisition bien sûr, et puis également de l'investisseur structuré qui soutient des entreprises. Donc ça me donne une vision, je dirais, je pense, assez large des sujets. Et quand on a abordé effectivement ce sujet, je dirais, de la cession, de l'adossement sectoriel, de l'alliance stratégique, vous l'appelez un peu comme vous voulez, la question qui revient systématiquement, ou du moins le sujet qui revient systématiquement, c'est que la plupart d'entre vous pensez à cette cession, adossement sectoriel éventuel à l'échéance du projet, c'est-à-dire au moment où vous cherchez votre liquidité et notamment où vous cherchez bien évidemment à ce que vos investisseurs puissent sortir. Il est clair que mon expérience, en tout cas auprès d'entreprises qui ne sont pas toutes des startups, montre que ce sujet de l'adossement sectoriel, de l'association industrielle, est évidemment un sujet qui peut intervenir à tous les stades de développement d'une entreprise, parce que ça n'est pas que la réponse à un sujet qui est je veux sortir ou mes actionnaires veulent sortir et du coup je dois trouver un acquéreur de mes actions. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'ébaucher avec vous rapidement en une petite demi-heure ce que sont les enjeux de cet adossement pour une start-up, et puis derrière de vous laisser bien évidemment réagir. Alors au fur et à mesure si vous en avez envie, et à la fin de cette demi-heure bien évidemment avec des questions qui sont les vôtres. Alors j'ai eu un certain nombre de questions, je dirais que peut-être vous vous posiez déjà au moment où vous êtes inscrit à ce webinaire. Donc j'essaierai d'y répondre de toute façon, mais à vous de jouer à tout moment. N'hésitez pas à m'interrompre avec bienveillance bien sûr, mais à m'interrompre si vous en avez envie. Ok, donc première, on avance si vous le voulez bien. Bon, ça on peut passer puisque c'est le début. Alors, ce que je voudrais que vous compreniez bien, c'est qu'un adossement sectoriel, alors on peut parler de cession ou on peut parler d'alliance, peu importe, on verra quelles sont les modalités ensuite, répond à un contexte particulier qui est que vous êtes en train de développer votre entreprise et que pour je dirais, développer une entreprise, il faut pour moi résoudre une équation à 3 inconnus qui sont très importantes pour vous, encore plus importantes pour vous, start-upers, que pour des entreprises qui sont déjà matures et qui ont déjà une existence longue sur un marché. Alors, le premier élément, qui est toujours un élément compliqué, c'est le temps. Il est évident que pour une start-up, le temps, ce n'est pas celui d'un grand groupe, et vous le voyez bien quand vous êtes en train de chercher des clients, par exemple, et que vous vous adressez pour certains d'entre vous à des sociétés d'une taille plus significative. Vous avez souvent une réactivité qui évidemment ne ressemble pas à ce que vous espéreriez compte tenu, je dirais, de vos enjeux à vous.
Alors le temps, il est crucial pour aller chercher des clients, il est crucial aussi pour montrer qu'on a réussi à intéresser les clients, bien évidemment, et pour réussir naturellement à se financer, parce que ça va être, je dirais, le deuxième élément de cette équation, les ressources. Les ressources, c'est évidemment le montant des ressources qui vous sont nécessaires, mais c'est aussi, bien évidemment, l'échéance à laquelle ils vous sont nécessaires. Et on y reviendra, parce que dans le cadre du sujet adossement, ça peut être une des solutions à vos problématiques de ressources. En règle générale, vous pensez d'abord lever de fonds auprès d'investisseurs financiers, puisque c'est en règle générale les premières étapes dans lesquelles vous vous lancez quand vous avez mobilisé, je dirais, vos ressources propres et puis les ressources de votre love money. Mais il est clair que ce soit un investissement d'un acteur sectoriel ou que ce soit véritablement un rachat de cet acteur sectoriel, eh bien, c'est une autre solution pour aller chercher des ressources, bien évidemment, pour vous développer. Et puis enfin, le dernier élément, c'est les revenus. Alors les revenus, autant dire le chiffre d'affaires. Et la question, c'est quelle est l'efficacité, la rapidité à laquelle votre business model va vous permettre effectivement de générer les revenus, donc de respecter éventuellement votre BP, et puis de générer du chiffre d'affaires qui de toute façon doit être comparé bien évidemment au cash burn qui est le vôtre, parce que c'est ce différentiel-là entre votre cash burn et votre chiffre d'affaires qui évidemment va vous permettre à un moment donné de savoir quel est le montant que vous devez aller financer. Alors, je répète, face à ces trois éléments-là, la plupart des startups, en phase initiale et même dans les phases ultérieures, vont chercher des investisseurs financiers. On est aujourd'hui dans un contexte, je pense que personne ici ne l'ignore, dans lequel les investisseurs financiers ont quand même une tendance actuelle, crise oblige, à être concentrés sur leur participation actuelle. Et pour ceux qui ont déjà, je dirais, des investisseurs financiers, ils savent qu'a priori, ils ont des chances d'être soutenus par eux. Pour ceux qui n'ont pas encore d'investisseurs financiers à leur capital, la question, évidemment, de trouver les ressources pour poursuivre l'aventure est évidemment un sujet important. Alors, Corinne, je me permets, hein, les chiffres qui circulent en ce moment, c'est 30% du marché de l'investissement qui est actif sur des nouveaux investissements. Oui, c'est ça, à peu près. Alors, c'est les chiffres qui fonctionnent. Et les voilà, qui sont des chiffres. Hein, donc, Alors, c'est des chiffres et des moyennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'investissement, on continue d'avoir des opérations de LBO et de CapDev plus significativement et moins, évidemment, de venture. Hein, parce qu'il faut être clair que plus le risque est élevé, plus nous, les investisseurs financiers, ont tendance aujourd'hui à considérer qu'il est temps d'attendre. Pourquoi est-ce qu'il est temps d'attendre? Pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils en ont. Donc, ce qui veut dire quand même, et ça c'est important de le retenir, qu'ils ne pourront pas éternellement renoncer à investir sur de nouveaux projets, mais il faut avoir le temps d'attendre. Et ce qui ressort aujourd'hui, parce que je fais partie d'une association professionnelle qui a fait une petite étude auprès de ses adhérents, et en l'occurrence, ce qu'on voit, c'est qu'avant 2021, dans le venture, il y aura peu d'opérations qui vont se faire, parce que la plupart de ces gens-là ont, je dirais, en tête que la crise, c'est aussi un moyen de vérifier la résilience des business models de l'ensemble des entreprises qui leur sont proposées aujourd'hui. Donc, ils auront plutôt tendance à attendre fin 2020 avant véritablement de déclencher quelque chose. Donc ça, je vous le confirme, ça va être un moment un petit peu compliqué pour ceux qui étaient dans cette démarche-là. Le deuxième sujet, parce que je sais que ça fait partie de vos enjeux et de vos questionnements, c'est le sujet de la valo. Parce que quand on lève ou quand on vend, évidemment, la question de la valorisation de l'entreprise est importante. Et ce qui est annoncé aujourd'hui par les investisseurs, tous azimuts, c'est les valorisations vont perdre, alors ils disent entre 20 et 40%, ce qui ne veut strictement rien dire, mais ce qui veut dire en tout cas qu'ils ont en tête que la valorisation va évidemment souffrir dans les mois, voire dans les années qui viennent, ce qui veut dire qu'on a un double problème, un problème de délai et un problème de valorisation. Alors, on va, je dirais, y revenir. Si on passe à la slide suivante. Alors, j'ai l'impression que je suis toute seule. Alors, vous avez le droit de réagir quand même, hein, de poser des questions, je répète. Je veux bien me laisser interrompre en tout cas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ces périodes de crise, les trois inconnus dont je parlais sont évidemment encore plus cruciales pour les raisons qu'on vient d'évoquer. On parlait du temps. Les investisseurs vont retarder le moment où ils vont remettre des nouveaux projets sur la table. Donc ça va être un vrai sujet. Parce que la question pour vous tous, c'est de savoir si vous êtes autonome financièrement jusqu'à la fin 2020. Si c'est le cas et que vous êtes même autonome jusqu'au premier trimestre 2021, premier semestre 2021, vous pouvez vous dire que vous êtes dans un timing cohérent. Si ça n'est pas le cas, ça va être un sujet, c'est évident.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les boîtes, et je veux dire, je suis un certain nombre d'entreprises qui sont en phase d'amorçage ou de post-amorçage, qui n'ont pas encore levé de façon significative, qui n'ont pas d'investisseurs structurés à leur capital, parce que je ne mettrai pas dans la catégorie des investisseurs structurés les business angels, hein, qui, eux, ont investi, qui ont certains quelques capacités supplémentaires, mais qui, en tout cas, n'ont pas les moyens de soutenir les entreprises de façon forcément très significative et très durable. Pour les entreprises qui sont encore dans ces phases-là, évidemment que la période va être très compliquée et qu'il va falloir se poser la question de savoir à quelle échéance on a absolument besoin d'aller chercher de l'argent, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'évidemment, les fonds d'investissement, en tout cas, non seulement se posent la question de ne pas investir, on va dire, avant fin 2020, deuxièmement, sont encore plus attentifs aujourd'hui parce qu'ils ont encore quelques dossiers sous le coude et ils regardent encore quelques dossiers et il y a encore quelques comités d'investissement. Ils sont encore plus attentifs aujourd'hui à ce qu'est évidemment l'attraction que l'entreprise peut montrer sur son marché. C'est-à-dire qu'à une époque, il y avait des investissements qui se faisaient avec, je dirais, une promesse de BP, avec quelques éléments, un POC suffisamment pertinents. Aujourd'hui, on sent bien que sans une traction commerciale effective sur le marché, ça va être extrêmement compliqué. Donc, ce qui veut dire que ces trois inconnus, je dirais, du temps, du chiffre d'affaires qu'on va vous demander pour vous permettre de vous financer, bien évidemment, et puis de l'ensemble des ressources dont vous aurez besoin pour vous développer, va être encore plus crucial aujourd'hui, bien évidemment, notamment si vous vous adressez à des fonds d'investissement. L'intérêt, évidemment, je dirais, du sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est de dire qu'il n'y a pas que des investisseurs financiers sur le marché et que même si un certain nombre d'entre vous, peut-être même la totalité, a pensé d'abord à cette solution-là à terme, au moment de la sortie programmée, eh bien, cet adossement sectoriel, alors dans des formes dont on va voir évidemment qu'elles peuvent être extrêmement diverses, est une solution potentielle à une solution de trésorerie compliquée, 2, à la nécessité d'aller chercher des ressources pour se développer, 3, éventuellement, à trouver des relais de croissance commerciale, parce qu'en l'occurrence, quand on fait une opération de ce type-là, on le fait avec un acteur qui a un intérêt évidemment à votre activité et qui a un intérêt à déployer la solution que vous mettez sur le marché de manière à vous apporter plus rapidement des clients. Donc, il n'y a pas que le sujet financier qui est réglé par ce type, bien évidemment, de solution. Bon, voilà ce que je voulais dire en termes, je dirais, d'introduction et du contexte. Je ne sais pas où en sont la plupart des boîtes qui sont aujourd'hui autour de cette table. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'adossement sectoriel s'applique autant à des entreprises qui sont au démarrage qu'à des entreprises qui sont en phase, je dirais, quasi finale de leur développement et qui veulent se réaliser. Simplement, évidemment, ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes difficultés, ce n'est pas les mêmes points d'attention sur les opérations. Donc, si on passe à la slide suivante. Juste petite question aux gens qui sont autour de la table. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà envisagé des rapprochements ou c'est juste vous êtes là plus de façon très exploratoire? Bonjour, j'ai toujours pas de vidéo, mais je me permets de parler quand même. Oui, j'ai approché un grand acteur sectoriel pour commencer à parler d'une association. Un potentiel rachat? Rachat, investissement, oui, on n'a pas encore défini, mais j'ai déjà approché quelqu'un. Voilà. Et Nathalie, j'ai vu que tu mettais dans le chat que non jusqu'à maintenant, mais qu'avec la crise, tu te dis que peut-être demander à tous les acteurs des toilettes publiques de récupérer ton innovation, je sais pas, enfin, je sais pas comment tu t'envisages les choses. Ok, donc sinon les autres, c'est plus exploratoire. C'est aussi avec la crise par rapport à l'activité touristique et le projet qu'on mène. Ouais. On réfléchit soit un rachat, soit un rapprochement pour pouvoir continuer le développement, quoi. Ouais. Okay. Je pense que c'est effectivement ce qui intéresse beaucoup de gens aujourd'hui. Comment on écrit la prochaine phase de développement et cette phase de développement, est-ce qu'elle va s'écrire tout seul ou est-ce qu'elle va s'écrire accompagnée, hein, parce que la question aujourd'hui, évidemment, est encore plus cruciale qu'elle ne l'était il y a 6 mois, vraisemblablement, pour la plupart d'entre vous. Stéphane? Ouais, de notre côté, il y a deux. Le sujet, c'est pas tant de s'adosser à en tout cas un gros du secteur. C'est plutôt qu'il y a un concurrent a priori qui s'interroge sur le fait de peut-être jeter l'éponge. Donc, savoir de quelle manière nous c'est opportun
de se rapprocher de lui et comment le faire, etc. Et un autre qui nous a contacté en mode prise de température, on se demande on va dire qu'on faisait un peu la course en tête sur notre micro-marché. Voilà, on n'est pas encore très gros, hein. Mais on faisait la course en tête. Eux, ils sont nichés sur une des verticales sur laquelle on opère aussi, mais on est plus généraliste. Et voilà, on ne sait pas si c'était une prise de température avec l'idée d'un rapprochement pour être plus fort à la sortie de la crise ou pas. Mais du coup, ça a joué que le sujet il était un peu dans l'air du temps. Là, et à rentrer dans nos réflexions par rapport à ces échanges qu'on a eu avec nos concurrents. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir avant que j'aborde le sujet qui est sur cette slide-là, c'est qu'effectivement, quand on parle d'adossement, on ne parle pas seulement d'une cession pure et simple à un plus gros, hein. On peut effectivement parler d'une association de deux entreprises qui auraient des activités complémentaires, qui ne seraient pas forcément de taille significativement différente, mais qui seraient plus forts ensemble pour adresser un marché et pour avoir les ressources nécessaires pour se développer. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas dans la logique systématiquement d'une cession à un plus gros. Ça peut être le cas, mais ça n'est pas forcément, je dirais, seulement ce qui est couvert par le sujet adossement sectoriel ou en tout cas alliance stratégique, dans tous les cas. Antoine de Pixels, nous aussi, on est en train de réfléchir à ça et justement, je rebondis sur ce point, c'est qu'on réfléchit à un article 51 commun avec une autre entreprise ou à solliciter des subventions européennes avec cette entreprise. Donc, ça peut être une piste aussi. Évidemment, il y a un peu de non-dit, c'est-à-dire que quand on fait des subventions, il faut rajouter des fonds propres. Donc voilà, on va voir. C'est aussi des discussions qu'on va être amené à avoir. Mais si on ne trouve pas des fonds propres, et comme c'est très difficile effectivement de lever de l'argent en ce moment, peut-être qu'on les sollicitera pour faire un peu plus. Mais bon, voilà. Je pense que alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est parfois plus facile d'aller chercher des fonds propres, même dans le contexte actuel, avec un projet, je dirais, qui peut être musclé par une association. Alors, je ne connais pas votre projet, mais il est clair que tout argument qui apporte de l'eau au moulin d'un développement plus rapide est de nature à retenir l'attention des fonds. Voilà, même si aujourd'hui, ce sera de toute façon compliqué, on en a conscience, mais après, on peut parler aussi d'investisseurs corporate, hein. Là, on parle plutôt d'un sectoriel de type industriel, pas industriel au sens production du terme, mais sectoriel de vos secteurs d'activité. Mais la réalité peut être aussi que certains investisseurs corporate, donc des investisseurs qui ont une activité sectorielle, mais qui ont également une activité de fonds d'investissement au sens strict du terme, peuvent être associés à ce genre de choses. Mais on reparlera quand même, je dirais, rapidement tout à l'heure de ce que sont les risques de ces rapprochements, parce que vous avez vous-même évoqué quelques questions du style on se pose la question de savoir pourquoi quelqu'un nous approche ou pourquoi, etc. Il va falloir évidemment être attentif à ce genre de choses parce que ça fait partie des risques en tout cas de se poser les questions et les bonnes questions et d'éviter certains modes opératoires qui risquent de vous mettre en difficulté potentiellement demain. Alors, ce que je voudrais quand même vous dire sur ce sujet-là, c'est que quand on va chercher un adossement industriel, un rapprochement sectoriel, il faut quand même avoir un actif valorisable. Quand je parle d'actif valorisable, je ne parle pas forcément seulement d'IT. Je parle d'actifs au sens large, c'est-à-dire ou bien une innovation technologique, ou bien une innovation d'usage qui a fait ses preuves sur le marché et qui fait que les clients en redemandent, si on peut dire. Et je parle évidemment de toute situation qui vous permet d'avoir un facteur de différenciation sur votre marché qui peut permettre bien évidemment à votre partenaire de demain, acquéreur, alliance, quelle qu'elle soit, en l'occurrence, je dirais d'anticiper que ça va lui être utile pour son propre développement. Donc, il faut effectivement avoir quelque chose qui a prouvé que le marché en a l'utilité. Il faut éventuellement, et ça n'est pas forcément complémentaire, ça n'est pas forcément, je dirais, exclusif, avoir un fonds de commerce, c'est-à-dire des clients. Mais ça n'est pas obligatoire. Si on a une innovation, je dirais, qui a commencé à montrer son intérêt, ça n'est pas forcément pour les clients que votre partenaire va venir s'intéresser à vous. Il a peut-être lui-même les clients et il est intéressé à l'innovation que vous proposez parce que ça lui permet, bien évidemment, d'adresser cette innovation à ses clients. Il faut avoir éventuellement des compétences discriminantes sur le marché. Et là, je parle essentiellement des équipes, c'est-à-dire est-ce que vous avez un savoir-faire, une équipe qui est capable, à l'intérieur d'une alliance demain, de développer quelque chose qui sera utile à votre partenaire. Et donc, au final, il faut que ce que vous représentez,
que ce soit votre innovation, que ce soit vos clients, que ce soit vos compétences, représente évidemment un intérêt stratégique fort pour votre acquéreur. Alors, je parle d'acquéreur, je pourrais aussi bien parler, je dirais, de partenaires. Hein. On verra qu'on n'est pas obligé de se vendre. Et l'objectif, et là, on reparlera du sujet de la valorisation, puisque ça va être un vrai sujet. Hein. Quand on cherche à se rapprocher, c'est à quel prix et à quelle valeur. Il est clair qu'un des éléments importants, c'est de savoir quel est le gain de temps et quelle est l'économie que votre partenaire fait en se rapprochant de vous. Parce que si on est dans une optique de cession, votre entreprise aujourd'hui, elle vaut en particulier parce qu'elle lui permet d'aller rapidement se développer d'un point de vue stratégique en gagnant du temps et en ayant fait une économie par rapport au fait de développer lui-même la solution que vous proposez. Il est clair que si ça lui coûte plus cher de vous acquérir que de faire lui-même et dans des délais raisonnables, il est clair que dans ce cas-là, il n'y aura pas d'intérêt de leur part à ce rapprochement. D'accord? Alors, à la suite de ça, on peut peut-être passer à la slide suivante. Alors, je voudrais revenir sur, je dirais, les modalités habituelles de ce genre d'opération et surtout les risques de chacune et les complexités, parce qu'il faut savoir qu'un rapprochement, ça peut se faire de façon différente. Alors d'abord, ça peut être une cession totale ou majoritaire de votre entité. Si on parle de cession totale ou majoritaire, il est évident que la question qui va se poser derrière, c'est de faire une distinction entre les actionnaires financiers éventuels que vous avez, et quand je dis financier, ça peut être des business angels, hein, je ne parle pas seulement d'investisseurs structurés, et puis les fondateurs, qui eux sont évidemment l'âme du projet et qui sont surtout la cheville ouvrière pour leur permettre, et là je parle de l'acquéreur, de continuer à se développer sur le marché. Donc dans ce cas-là, il y aura forcément une distinction entre les deux catégories d'actionnaires. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, un acquéreur qui fait une acquisition stratégique de cette nature, il le fait pour pouvoir évidemment englober demain les compétences de l'équipe et donc par nature, il souhaitera garder l'équipe, bien évidemment. Alors la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous avez envie de travailler avec ces gens-là, hein, parce qu'il est clair que le sujet pour vous est très différent d'être à la tête de votre projet en stand-alone ou d'être intégré à un projet et de devenir demain une cheville ouvrière parmi d'autres équipes à l'intérieur d'une entreprise qui est plus grosse ou moins grosse, mais en tout cas qui va prendre le lead éventuel sur votre projet. Il est clair qu'il y a souvent, et notamment en période de crise, parce que la trésorerie est comptée pour tout le monde, des opérations qui se font avec un paiement des actions en cash et parfois un paiement des actions en actions. Alors, un paiement des actions en actions, ça veut dire que vous recevriez au moment du rachat des actions de la société qui vous rachète. Ce qui veut dire que vous devenez propriétaire d'un ensemble plus grand et qui du coup vous permet, le cas échéant, d'espérer une plus-value à la sortie qui serait plus intéressante parce qu'il y aurait une association de deux entités. En règle générale, ce paiement en actions, il n'est proposé qu'aux fondateurs, parce qu'il est clair que la plupart des investisseurs ont vocation à cette occasion à sortir. Mais ça peut être en tout cas un choix qui est fonction des investisseurs que vous avez autour de vous, de leur nature et de leur volonté de continuer à vous accompagner, et puis fonction aussi de la stratégie de l'acquéreur, parce que si vous vous adressez à un acquéreur sectoriel qui est plus important que vous, souvent ils ont tendance à vouloir acheter 100% de l'entreprise et à l'intégrer totalement. Ce que je voudrais vous dire sur ce sujet-là, parce que moi j'ai fait plusieurs opérations de ce type-là sur les dernières années, c'est que même les grosses entreprises aujourd'hui qui rachètent des startups, et il y en a un certain nombre sur le marché parce qu'ils savent très bien que c'est le meilleur moyen pour eux d'aller chercher une innovation parce qu'ils n'ont pas la capacité à générer cette innovation, sont des gens qui n'intègrent plus, alors qu'il y a quelques années c'était le cas, qui n'intègrent plus et qui restent en règle générale, qui laissent en règle générale la startup continuer sa vie, alors évidemment avec une collaboration rapprochée, hein, mais en tout cas avec une entité souvent indépendante et avec une indépendance de gestion et une indépendance de développement. Parce qu'ils savent très bien aujourd'hui, et l'expérience de certains de leurs confrères leur ont prouvé dans les années précédentes, que l'intégration pure, c'est-à-dire on rachète, on fusionne et on met tout le monde, je dirais, dans la même escarcelle, pose un vrai problème, c'est-à-dire qu'on perd l'intérêt de l'innovation puisqu'on noie finalement cette innovation dans un groupe qui est beaucoup moins réactif.
Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on voit de moins en moins de rachats qui aboutissent, je dirais, à une intégration totale et qui aboutit en règle générale à un échec. L'intégration totale a montré très très souvent que l'échec a été cuisant sur, je dirais, la capacité de se développer ensuite ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, beaucoup d'entreprises savent que la crise est facteur d'opportunité. Et donc, j'ai entendu que certains d'entre vous ont été approchés ou ont eu des contacts avec des gens qui s'interrogent sur un éventuel rapprochement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans l'air du temps et que la plupart des entreprises qui ont un minimum de moyens et un minimum d'objectifs se disent que c'est le bon moment pour aller faire son marché. Alors, attention à ça, bien sûr, parce que aller faire son marché, ça peut vouloir dire aussi aller chercher des infos. Et donc, il faut faire attention aux informations qu'on peut donner dans le cadre de ce genre de process. C'est un des premiers éléments, parce que vous vous adressez, le cas échéant, à des gens qui sont potentiellement des concurrents ou qui pourraient le devenir. Donc, par nature, attention à ne pas leur divulguer d'informations sensibles sur ce que sont vos facteurs différenciants et évidemment la façon de le faire sur le marché. S'il n'y a pas de barrière à l'entrée significative, ça peut être problématique. Mais en tout cas, ils sont, pour beaucoup d'entre eux, aujourd'hui d'ores et déjà en recherche d'opportunités. Donc, ça peut être intéressant pour vous, mais ça peut être dangereux aussi. À vous de gérer, je dirais, la problématique par rapport à ça. Sur ce point, excusez-moi, je prends la parole. Effectivement, là, j'ai été approché très récemment par une société anglaise qui se présentait comme un investisseur. Tout avait l'air très beau de loin, mais heureusement, assez vite, j'ai compris qu'ils n'avaient pas des bonnes intentions parce qu'ils ont voulu passer en fait tout de suite à la phase de due diligence et l'audit de notre activité. Sans l'admin notes préalable, enfin bref, ça allait trop vite, quoi. Et donc je pense qu'ils n'étaient pas là pour vraiment construire un projet industriel, mais plutôt pour voir tous nos clients, notre techno et essayer de récupérer ça sans faire d'investissement du tout. Alors, ça, c'est un des risques, je dirais, des opérations de ce type, parce que vous vous adressez à des acteurs sectoriels qui, a priori, connaissent votre métier, qui savent aussi un peu pourquoi ils sont là, en règle générale, c'est-à-dire qu'ils ont repéré quels sont les intérêts, semble-t-il, pour eux. Donc, attention effectivement à ça. Et il y a un certain nombre d'étapes qu'il ne faut pas éviter, de manière à essayer de voir le plus possible dans quelle mesure on a affaire à quelqu'un de bienveillant ou pas. Parce que c'est vrai que, alors on peut toujours avoir des surprises, il faut que vous le sachiez, mais cela dit, il y a quand même quelques façons de faire en sorte, je dirais, de peser de mesurer en tout cas l'intérêt réel des gens qui rentrent en contact avec vous. Alors, première des choses impératives, qui est souvent symbolique, mais qui pose un certain nombre de problèmes, c'est de leur faire signer un engagement de confidentialité formel. Alors, on ne va pas se raconter d'histoire, un engagement de confidentialité, j'ai tendance à dire que ça n'engage que ceux qui ont envie d'y croire. La réalité quand même, c'est que la plupart des gens qui signent un engagement de confidentialité n'ont pas l'intention de ne pas le respecter. D'ailleurs, quand vous avez des acquéreurs qui commencent à chipoter sur un certain nombre des clauses de cet engagement de confidentialité, autant vous dire que ça peut vous alerter sur un certain nombre de choses. Parce que même si les gens sont de mauvaise foi et ont envie juste de venir voir ce qui se passe chez vous, ils n'ont pas envie de signer un engagement, même s'ils savent très bien que c'est difficile d'aller les chercher juridiquement sur ce sujet-là. Ils n'ont pas envie de le signer s'ils savent d'ores et déjà qu'ils n'ont pas l'intention de le respecter. Donc, c'est un premier élément pour, dans les premiers échanges en tout cas, s'assurer bien évidemment je dirais, de la bienveillance normale de l'interlocuteur que vous avez. Le deuxième sujet, c'est que quand vous préparez, je dirais, un échange avec des acteurs de ce type, il faut impérativement que vous vous posiez la question de savoir ce que sont les informations qui, dans votre entreprise, business model, technologie, marché, client, etc., est sensible et peut poser problème si vous le dévoilez à ces gens-là et qu'ils n'ont pas d'intention bienveillante à la clé. Donc la question, c'est évidemment, éventuellement, de revoir les éléments d'information que vous avez aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous avez tendance à avoir de la documentation qui est dédiée à des investisseurs financiers pour la plupart d'entre vous. Et en règle générale, les investisseurs financiers,
Ce n'est pas vraiment un problème de leur dévoiler un certain nombre d'informations. Et d'ailleurs, c'est indispensable pour qu'ils puissent être intéressés. Donc, à ce stade-là, il faut savoir que quand on se lance dans ce genre de projet, la documentation doit être adaptée et doit être édulcorée des sujets qui peuvent poser problème, bien évidemment. Et quand on lance un process sur une entreprise, d'ailleurs, qui s'adresse à des sectoriels et à des financiers, il faut absolument avoir 2 documentations différentes pour éviter de dévoiler certaines choses, si vous pensez qu'elles sont évidemment sensibles. Après, c'est à vous de le savoir naturellement. Le deuxième élément que je voulais évoquer aujourd'hui, je l'ai déjà évoqué en début d'intervention, on a parlé du problème de la valorisation. J'ai vu dans un certain nombre de vos questions préalables quand vous êtes inscrit que c'est un des sujets qui vous vient en tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que la valorisation d'une start-up, mais vous le savez déjà, c'est compliqué pour une bonne raison, c'est que vous n'avez que très rarement un historique financier qui permet de pratiquer les méthodes habituelles de valorisation sur le marché. Ce qui veut dire que votre valorisation, elle est quasi exclusivement stratégique. Et qu'à partir de ce moment-là, plus vous aurez un intérêt stratégique pour l'interlocuteur qui sera votre interlocuteur dans le cadre d'un adossement sectoriel, et plus évidemment il sera prêt à payer cher. Et le nerf de la guerre là-dedans est simple, c'est de la mise en concurrence. Parce qu'en l'occurrence, si vous avez un seul interlocuteur, il est évident que vous aurez éventuellement plus de difficultés à faire valoir une certaine valorisation que si vous en avez plusieurs qui voient un intérêt stratégique à intégrer votre solution et qui du coup vont éventuellement grimper dans la limite de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est, il se pose systématiquement la question de savoir à quelle échéance il pourrait avoir un produit similaire, produit, prestation, innovation, peu importe, et avec quel prix. En règle générale, ils savent très bien que, en règle générale, intégrer une innovation aujourd'hui, plutôt que dans 6 mois, 1 an, 18 mois, ça leur coûtera de toute façon moins cher, et donc ils ont plutôt tendance, évidemment, à être intéressés par vos solutions éventuelles. Le seul sujet, c'est évidemment d'arriver à caler un prix qui est aussi le prix que vous attendez dans la démarche en question. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que dans la crise, je ne sais pas si vos business ont souffert ou pas, mais pour ceux dont le business a connu, je dirais, un ralentissement ou un décalage dans le temps, comme c'est vraisemblable pour une partie des gens, il est clair que la valorisation brute de départ, elle sera évidemment plus faible aujourd'hui qu'elle n'aurait été peut-être il y a 1 an dans les mêmes circonstances. Ce qui veut dire que vont revenir en force des sujets qui avaient été un peu, je dirais, qui avaient un peu disparu sur certains marchés ces derniers temps, qui est la pratique de l'earn-out, qui est celui évidemment qui intéresse en particulier naturellement les dirigeants, puisque a priori les dirigeants fondateurs ont vocation à rester dans le cadre de ce rapprochement. Ayant vocation à rester, vous avez vocation à être naturellement incentivé à un moment ou à un autre sur le travail que vous allez faire demain, et pas seulement sur le fait que vous deveniez salarié si c'est le cas et que vous ayez un salaire fixe, mais bien évidemment sur le projet que vous avez intégré dans le cadre de cet adossement. Alors l'earn-out, ça profite à tous les actionnaires, c'est un complément de prix qui serait lié à des performances futures. J'imagine que chacun d'entre vous a ça en tête. Ça, c'est le premier sujet. Et surtout, ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle le management package, c'est-à-dire les options d'incentive et de traitement particuliers qui sont réservées aux fondateurs dirigeants dans le cadre de cette nouvelle association. C'est-à-dire, en gros, à quelle sauce vous êtes mangé, quels sont les avantages que vous avez si demain vous explosez les compteurs grâce à l'association dans laquelle votre projet a permis un déploiement accéléré. Et ça fait partie des négociations qui sont évidemment très importantes, qui ne sont pas celles de vos actionnaires, si vous en avez, puisque vos actionnaires, à la limite, eux, ça ne les concerne plus. Et ça, c'est une des difficultés de ce genre d'opération, c'est que vos intérêts à vous sur ce sujet-là ne sont pas forcément, je dirais, cohérents avec les intérêts de vos actionnaires. Je m'explique. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'acquéreurs, beaucoup de partenaires qui vont s'adosser avec vous dans cette période-là vont avoir tendance, évidemment, à vouloir minimiser l'earn-out pour maximiser l'incentive. Parce que ce qui les intéresse, bien évidemment, c'est que vous soyez concentrés sur le développement demain. Ce n'est pas que vous ayez, je dirais, un earn-out à la clé, parce qu'ils ont les moyens de le faire pour vous seulement,
à travers ce management package et d'éviter de le faire pour vos actionnaires, bien évidemment. Donc, à un moment donné, ça peut aussi créer des dissensions entre actionnaires parce qu'en ce moment, la tension sur les offres qui sont faites, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que bon, moi, dans mon association de conseil en FUSAC, on est à peu près 350 professionnels. On a quand même quasiment 40% des opérations qui étaient en cours au moment du début de la crise, de la décision de confinement, qui ont abouti à une remise en cause de l'opération elle-même et à peu près 30% sur lesquels l'opération va peut-être se faire, mais à un prix décoté de 20 ou 30%. Ce qui veut dire que clairement, on a un vrai sujet aujourd'hui qui est une vraie tension sur les valos. Ce qui veut dire que tout acquéreur ou que tout adosseur va chercher à limiter le prix de départ et à favoriser bien évidemment un prix futur ou un incentive de l'équipe dirigeante qui vous permettra à vous de vous y retrouver, mais à condition évidemment qu'il y ait une performance à la clé. Donc là-dessus, ce sera évidemment quelque chose de très important. Après, j'ai évoqué aussi, je dirais, le fait qu'on n'était pas forcément toujours dans un sujet de cession au sens strict du terme, mais qui peut être un sujet d'alliance stratégique. Alors, l'alliance stratégique, ça veut dire ce qu'on a évoqué tout à l'heure, je crois que c'est Stéphane qui en parlait, de concurrents, deux acteurs complémentaires qui seraient de taille comparable ou en tout cas pas forcément significativement différents et qui auraient vocation à s'associer pour avoir une offre commune et pour être évidemment plus fort pour se développer et plus fort pour résister le cas échéant à la crise. Cette alliance stratégique, elle peut prendre la forme d'un échange d'actions. C'est-à-dire qu'en gros, les actionnaires de part et d'autre reçoivent les actionnaires de l'autre entité, ce qui permet à un moment donné, évidemment, d'avoir un intérêt commun. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette alliance stratégique, elle est plus complexe parce que notamment, comme tout d'ailleurs paiement en action également, elle nécessite qu'il y ait une double valorisation, c'est-à-dire une valorisation de l'entité, de la vôtre, d'entité, et évidemment une valorisation de la boîte qui cherche à s'allier avec vous, ou cherche à vous racheter en paiement par action. Et comme on a déjà aujourd'hui des grosses difficultés, je dirais, de valorisation, d'un côté, ce n'est pas forcément évident de se mettre d'accord sur une valeur réciproque des deux entités qui cherchent à s'associer. Cela dit, ça reste une option qui peut être intelligente parce qu'elle permet, le cas échéant, bien évidemment, de se développer plus vite, notamment, bien évidemment. L'avantage du paiement en action pour l'acquéreur, mais vous l'aurez compris, c'est qu'il n'a pas à débourser de cash. Et par les temps qui courent, je dirais que c'est potentiellement intéressant. Et puis, pour vous, si c'est vous qui êtes vendeur, ça peut être intéressant dans la mesure où vous vous retrouvez avec des actions, je le disais tout à l'heure, d'un ensemble plus gros, d'un ensemble plus fort et d'un ensemble qui stratégiquement peut vous permettre demain de réaliser une plus-value plus significative qu'en restant en stand-alone. En tout cas, c'est une question qu'il faut évidemment se poser dans la mesure où aujourd'hui les valos vont être contraintes et que comme les valos vont être contraintes, même si vous cherchez un rapprochement aujourd'hui, vous ne trouverez peut-être pas forcément satisfaction dans la première phase d'opération qui vous sera proposée aujourd'hui. Tout dépend évidemment, je dirais, de votre urgence. C'est-à-dire, est-ce que vous vous rapprochez parce que c'est une réflexion stratégique qui est importante pour vous permettre de vous développer plus vite simplement, ou est-ce que vous vous rapprochez parce que vous avez un vrai enjeu de survie? Et j'aurais tendance à vous dire aujourd'hui que pour tous les gens qui vont être short cash, vraisemblablement en dessous de 6-9 mois à partir d'aujourd'hui, le sujet de la survie, j'imagine, est presque le premier sujet avant même le sujet du développement, même si évidemment le sujet du développement reste important à prendre en considération. Donc il est clair que vous ne serez pas dans la même position de négociation évidemment, ni en termes de valorisation, ni en termes de modalités éventuelles d'incentive, si vous êtes dans cette situation évidemment un petit peu tendue en termes de trésorerie. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur les modalités. Après, on peut rentrer dans d'autres détails, je dirais plus techniques, mais je pense que ce n'est pas le lieu de le faire. Je voulais, je dirais, finir avant qu'on engage peut-être d'autres questions. Corinne, je me permets juste, en fait, il y a deux questions qui ont été posées dans le chat. Non, il n'y a aucun problème. La première, c'est savoir ce que vous pensiez du BSAR, pour rebondir peut-être sur… Oui, alors le BSAR, alors très bonne modalité pour faire une levée rapide, au
auprès d'investisseurs souvent business angel, hein, c'est souvent la population qui est la plus, je dirais, réceptive à ça. Alors pourquoi? Parce que je pense que chacun d'entre vous sait ce que c'est qu'un BSAR. L'avantage du BSAR, c'est que ça permet rapidement de lever de l'argent sans figer immédiatement la logique de la valorisation. C'est-à-dire qu'on remet à une levée ultérieure auprès d'un investisseur structuré le plus souvent la fixation de cette valo et on dit aux gens qui rentrent aujourd'hui, ben, vous rentrez aux mêmes conditions que ceux de demain, moins une décote de valorisation parce que vous êtes rentré plus tôt. Donc ça intéresse en règle générale les business angels, ça permet d'éviter des opérations juridiques lourdes parce que c'est du BSA, donc on n'est pas sur une augmentation de capital, on n'a pas de formalité à réaliser au greffe, etc. Donc on fait des économies, on va plus vite et on n'est pas sur un sujet qui est quand même un sujet très compliqué de négociation dans une première phase de levée rapide, qui est la valo, quoi, hein. Comment est-ce qu'on se met d'accord sur la valo? Donc c'est un vrai intérêt, clairement, en tout cas pour toutes les boîtes qui sont en amorçage et qui sont en mesure de faire une levée en 2 temps, c'est-à-dire une première levée auprès de business angels ou d'investisseurs privés que vous avez dans votre réseau aujourd'hui, avec lequel il est simple de fonctionner comme ça, et puis de passer à une phase ultérieure de levée plus significative. Petit bémol quand même, puisque moi je l'ai vu sur plusieurs opérations, les BA qui mettent leur titre dans un PEA ne peuvent pas mettre les BSAR, puisque ça n'est pas une souscription au capital. Donc parfois c'est bloquant pour certains business angels. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, j'aimerais juste savoir, du coup, c'est une solution qui intéresse que les business angels ou une entreprise peut aussi être intéressée? Une entreprise? Oui. Bah, peut-être. Il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas. Il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas. Je pensais peut-être juridiquement, mais c'est possible pour une entreprise aussi d'investir de cette manière. Ah bah oui, je veux dire, la question, ça va être est-ce que les organes de décision de l'entreprise en question sont capables d'autoriser ce type d'opération? D'accord, merci. Mais il n'y a pas de raison juridiquement. Ok. Il y a également deux autres questions qui ont été posées dans le chat. La première, c'est un potentiel frein en vue d'une alliance stratégique, d'une fusion, la gestion d'une marque unique, donc abandon d'une marque, et donc gestion des égos des associés de l'alliance. Est-ce que vous avez des recommandations à ce niveau-là? Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, la tendance, et ça c'est plutôt favorable, c'est que même un gros groupe qui rachète une start-up aujourd'hui a tendance à conserver et la marque et l'entité et l'indépendance, je dirais, de l'entité dans le développement, même si évidemment ils mettent en place tous les outils de collaboration qui vont bien. Pour une raison simple, c'est qu'en règle générale, ils ont conscience que noyer au sein d'une même structure, ça fait perdre en règle générale la valeur ajoutée de l'innovation en question. Maintenant, si vous vous adressez à des gens qui sont comparables à vous, c'est-à-dire vous avez 2 entités avec une marque chacun, des activités qui sont comparables, là, ce sera un sujet. Parce que la question, ce sera est-ce qu'on fusionne l'ensemble et est-ce qu'on devient une marque unique ou bien est-ce qu'on reste 2 marques? Ça va dépendre bien évidemment de ce qu'est le positionnement de chacun sur le marché. Et il faudra qu'il y ait une analyse entre vous pour savoir si vous avez intérêt à conserver les 2 marques parce que ça répond à une vraie problématique, je dirais, du marché et des attentes des clients, ou bien est-ce qu'il y en a une sur les 2 qui prend évidemment le dessus. Après, le sujet de l'ego, j'ai tendance à vous dire, la question que vous devez vous poser, c'est quel est votre intérêt principal? Est-ce que votre intérêt principal, c'est de vous développer même sur une marque qui n'est plus la vôtre? Ou est-ce que l'intérêt principal, c'est de vivoter avec votre marque? La question, elle est là. Si vous êtes en mesure de vous développer en stand-alone et que vous n'avez aucune raison d'abandonner cette marque au profit d'une autre, ne faites pas l'opération. Mais il faut regarder au cas par cas, évidemment, quel est le sujet pour vous, quel est l'enjeu, quelle est l'urgence, et puis quel est l'intérêt d'abandonner éventuellement votre marque si tant est que ce vous soit demandé dans le cadre d'une négociation de ce type. Ok. Il y a une dernière question qui a été posée depuis aussi dans le cadre d'un swap de shares également, où il y aura donc la nécessité de bien faire une double valo. Est-ce que vous recommandez de faire appel à un tiers pour la faire? Bah, le problème, c'est que si vous prenez un tiers pour faire une valorisation sur une start-up, vous n'aurez rien d'étayé, pour être tout à fait clair, parce que vous le savez bien. Je veux dire, aujourd'hui, c'est quoi la valorisation d'une start-up? C'est le prix qui est prêt à payer un investisseur et que vous aurez réussi à le convaincre que vous valez ça parce qu'en gros, demain, vous vaudrez beaucoup plus. Clairement, on est sur de la pure négociation de gré à gré de ce qu'est une valorisation
d'un business potentiel demain, puisque ce n'est pas votre valorisation financière aujourd'hui qui fait l'état. Donc, allez chercher un évaluateur sur une start-up. Je veux dire, il y en aura qui seront prêts à vous le faire. Moi, je ne vous le ferai pas parce que je considère que c'est clairement vous faire valoir des compétences que personne n'a. Le sujet, quand on fait ce genre de choses, c'est de réfléchir à la dimension stratégique et à l'argumentaire que représente votre société, son facteur différenciant, son innovation, etc. Et de se demander quelle serait effectivement la valorisation la mieux adaptée par rapport à votre souhait, aussi à vous de dilution bien sûr, et par rapport à ce que sera la valeur demain. Un investisseur aujourd'hui, c'est simple, quand il investit en amorçage, parce qu'il faut démystifier un peu cette réalité, il se dit la chose suivante: puisque je vais investir dans une période à risque, je veux faire X fois ma mise. C'est ça ce qu'il a en tête. Et il est clair que si vous lui vendez un projet dans lequel il a une chance de faire 2 fois sa mise, il n'ira pas parce qu'il considère que faire 2 fois sa mise, ce n'est pas une rémunération suffisante par rapport au risque qu'on prend sur une entreprise qui est une entreprise en démarrage ou même en démarrage avancé. Donc, par nature, il va falloir lui montrer que la valorisation de demain sera susceptible et le convaincre que la valorisation de demain sera susceptible d'être au minimum 5 fois sa mise. Alors, ce sera vrai ou ce ne sera pas vrai, mais en tout cas, c'est l'autoconversation que tous les investisseurs ont. Quand on s'adresse à un industriel, le sujet, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas le même. Le sujet, c'est aujourd'hui, j'ai une innovation. Qu'est-ce que ça va me permettre à moi de développer dans le cadre de ce rapprochement qui va m'apporter des revenus complémentaires plus rapidement, à quel niveau et quels sont les coûts que j'économise par rapport à développer une solution de ce type moi-même et quel est le temps que je gagne sur ce sujet-là. Et le problème, c'est qu'évidemment, vous n'avez pas forcément les éléments d'information pour répondre à ces questions-là dans le cadre du partenaire qui vous approche. C'est-à-dire que malheureusement, vous ne connaissez pas suffisamment bien l'entreprise pour être capable de savoir ce que ça va lui apporter. Mais en tout cas, dans les discussions, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Moi, je vous déconseille à ce stade de prendre des évaluateurs qui vont mettre des méthodes, je dirais, tout à fait intéressantes intellectuellement, mais qui ne sont pas adaptées en règle générale aux sujets qui sont les vôtres dans des entreprises jeunes. Voilà, c'est un peu ma conclusion, mais ça nécessite quand même de faire un travail, c'est-à-dire faites-vous accompagner dans le cadre de la négociation, etc. Et là, essayez de challenger les notions de valorisation sur la base des argumentaires stratégiques qui sont les vôtres, sur la base de vos avantages, de vos facteurs de différenciation, de, je dirais, l'ensemble des éléments positifs de votre business. Et n'oubliez pas, je dirais, d'avoir les arguments qui conviennent aussi dans le cadre des éléments négatifs de votre business, parce que ça revient toujours sur le tapis à un moment ou à un autre, donc il faut avoir une vision claire de ce que sont les forces et les faiblesses du projet dans le cadre de la valorisation qui sera négociée. Mais vous serez sur de la négociation pure, Il n'y aura pas de technicien de la valorisation qui sera capable de vous dire que de façon imparable et mathématique et scientifique, la valorisation de votre entreprise, c'est X. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Tout le monde dort déjà? Pas d'autres questions dans le chat en tout cas? Non, j'en vois pas d'autres. Non, merci, tout est clair. Merci beaucoup. Alors, juste une petite chose. Il y avait une question, je crois, qui avait été envoyée au moment où vous êtes inscrit. Il y avait une personne qui demandait quelles étaient, je dirais, les choses trappes et les points de vigilance quand on négocie, en tout cas dans le cadre d'un adossement sectoriel. Alors, moi, il y a, je dirais, quelques petites choses que je voudrais vous dire sur ce sujet-là. Si vous êtes approché par des gens qui prétendent vous racheter, faites attention à ne pas céder aux sirènes qui consistent à se dire peut-être que je ne devrais céder qu'une partie de mon capital. Faire rentrer à son capital un sectoriel, c'est faire rentrer le loup dans la bergerie, quoi qu'on en dise. Pourquoi? Parce que même si dans le cadre de la collaboration tout se passe bien, vous marquez au marché que vous êtes associé avec un sectoriel. Et par là même, si ce sectoriel n'a pas racheté la totalité de votre boîte, il en a la majorité ou une minorité qualifiée. Et le message qui est passé aux autres acquéreurs du secteur, c'est que c'est lui qui aura la priorité pour racheter demain.
Alors, premier sujet, faites attention à ce qu'il n'ait pas négocié cette priorité. En règle générale, il le demande. Et 2, faites attention à ce que les gens qui, sur le marché, pourraient demain être les cibles lors d'une sortie, ne se disent pas, de toute façon, ce n'est pas la peine qu'on se positionne parce qu'on va uniquement servir de lièvre à l'acteur sectoriel qui est déjà au capital de la boîte. Donc ça, j'aurais tendance à vous dire, si vous êtes sur un acteur sectoriel plus important que vous et qui a vocation à être leader de l'opération, il vaut mieux négocier une cession totale qui peut être faite en 2 phases. Mais si elle doit être faite en 2 phases, il faut que la deuxième phase soit négociée, que les modalités de cette deuxième phase soient négociées dès le début. Ça, c'est vraiment important. Sinon, vous risquez de vous retrouver coincé avec un acteur sectoriel qui va du coup avoir un effet repoussoir à l'égal d'autres acteurs sectoriels qui demain pourraient être une meilleure option de sortie. Pour moi, c'est ça le chose-trappe essentiel d'un rapprochement, si ce rapprochement n'a pas lieu de façon totale, initiale, bien évidemment. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire, je dirais pour l'essentiel en tout cas sur ce type de sujet. Parce qu'on a déjà abordé tout à l'heure le sujet de faire attention aux gens qui sont là uniquement pour venir piller ou votre fonds de commerce ou votre innovation, et voilà. Juste, Corinne, je ne sais pas si tu en parlais, parce que j'ai dû m'éclipser un moment, parce que j'avais une autre réunion qui était fixée depuis longtemps, donc j'ai dû partir un petit quart d'heure. Du coup, peut-être que tu en as parlé. Est-ce que peut-être tu peux évoquer dans les grandes lignes comment tu fonctionnes et sur quoi tu te bases au début quand tu fais, parce qu'on a cet enjeu de potentiellement mettre en place des sessions de diagnostic un peu de 2 heures avec les startups qui pourraient être dans une logique de rapprochement, et voilà, et comment tu… Alors, il y a un peu les différentes étapes qu'il faut mettre en place, sur quoi il faut aller… Ouais, alors c'est vrai que j'ai fait… Tu t'en as déjà parlé peut-être? Pas encore. En fait, j'ai fait une dernière slide sur le process pour mémoire. Hein. Quand vous aurez le document, vous pourrez le garder pour mémoire. Alors, la première des étapes, quand on envisage un adossement, que vous ayez été contacté ou que vous envisagiez, je dirais, de lancer un process de cette nature, peu importe, mais ne pas brûler les étapes, c'est premièrement faire un diagnostic effectif de l'état de l'entreprise. Je disais en vrac tout à l'heure, c'est quoi votre échéance de short cash, c'est quoi vos enjeux de développement, c'est quoi vos enjeux de ressources nécessaires à trouver pour vous développer sur le marché, et puis c'est quoi vos avantages évidemment stratégiques, de manière à essayer de diagnostiquer dans quelle mesure vous avez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un certain nombre des éléments qui peut intéresser des acteurs. Ça, c'est la première chose, c'est vraiment faire ce diagnostic. En quoi est-ce que vous pouvez intéresser des acteurs? Et si vous avez été approché, bon, vous avez déjà la réponse, vous savez en tout cas qu'il y en a quelques-uns qui le sont. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont les seuls, et il faut peut-être élargir le débat pour ensuite essayer d'analyser ce qu'est votre écosystème sectoriel, c'est-à-dire est-ce que c'est seulement vos concurrents, est-ce que c'est seulement des gens qui seraient vos partenaires potentiels, qui seraient intéressés à un rapprochement avec vous. Donc le diagnostic pour moi, il passe d'abord par l'entreprise elle-même, où elle en est, quels sont ses enjeux, quelles sont ses urgences, parce que c'est important d'avoir en tête de quoi on parle, et puis quels sont, au niveau du secteur, les types d'entreprises qui peuvent avoir un intérêt à collaborer avec vous d'un point de vue capitalistique, et pas seulement d'un point de vue commercial. Une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, et si on aboutit à la conclusion que vous avez effectivement et des facteurs, je dirais, d'argumentation stratégique et des acteurs qui peuvent recevoir ces facteurs d'argumentation stratégique, après, c'est un process traditionnel dans lequel on approche des cibles avec, je le répète tout à l'heure, une documentation adaptée en faisant attention naturellement à ne pas dévoiler ce qui ne doit pas l'être parce qu'on s'adresse à des sectoriels, et puis derrière, avoir une offre. Alors, clairement, il n'y a pas de due diligence avant qu'il y ait une offre. Je le dis pour je ne sais pas comment s'appelle monsieur de Fan Voice, mais clairement, voilà, il faut impérativement que les gens dévoilent une offre. Alors, ça reste une offre indicative, hein, au stade de la lettre d'intention, ça n'engage que, je dirais, dans la mesure des conditions qui y sont déterminées, mais c'est important d'avoir cet élément-là avant d'engager toute due diligence qui pourrait amener à nous obliger à dévoiler des sujets. En tout cas, ceux d'entre vous qui aujourd'hui êtes ou approchés ou qui avez l'envie de réfléchir à ce sujet-là, il faut impérativement, effectivement, que vous fassiez ce diagnostic de l'entreprise et de votre écosystème pour essayer de faire un espèce de scénario, une espèce de topographie
de ce que seraient évidemment les acteurs les mieux placés. Alors, sous-entendu, pour vous payer le plus cher possible et valoriser au mieux votre innovation et votre entreprise, à approcher. Ce n'est pas la peine d'en avoir 150, parce qu'il est clair qu'on perd beaucoup de temps et qu'au final, on n'est pas forcément, je dirais, récompensé de succès. Il faut vraiment faire un diagnostic et une analyse approfondie de ce sujet-là, qui évidemment peut se faire grâce à l'aide de quelqu'un à l'extérieur. Et effectivement, Louise-Marie disait tout à l'heure qu'on va essayer de mettre en place, en effet, des sessions de 2 heures pour essayer de vous aider à faire ça. La logique derrière, c'est que c'est surtout votre réflexion à vous, tous les partenaires que vous avez rencontrés, tous ceux avec lesquels vous travaillez déjà ou avec lesquels vous êtes en train d'imaginer de travailler. Il va falloir qu'on fasse une analyse de tout ça pour essayer de comprendre s'il y a effectivement un certain nombre d'opportunités intéressantes. Et derrière, il faut les contacter, parce qu'il y avait une question, je crois, de quelqu'un qui demandait, lorsque vous êtes inscrit, comment est-ce qu'on enclenche le sujet du rapprochement. C'est extrêmement simple. Le plus simple, c'est de poser la question à l'ensemble des acteurs qui vous paraissent pertinents, de dire que vous êtes ouvert à ce genre d'opération et puis de voir si ça les intéresse ou pas de discuter. Alors, je dis ça tout en essayant de leur apporter quelques arguments pour leur dire pourquoi il pourrait être intéressant pour eux de s'intéresser à la question. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on approche un sectoriel en disant voilà, je suis ouvert à une éventuelle association qui nous permettrait de nous développer de concert, de 2 choses l'une, ou vous tombez sur un sectoriel qui a déjà une réflexion stratégique et qui se dit mais oui, c'est bien sûr, ça rentre exactement dans ma stratégie, ou c'est quelqu'un qui n'a pas forcément avancé sa réflexion sur le sujet, et dans ce cas-là, c'est vous qui allez provoquer cette réflexion et il faut que vous argumentiez un peu pour qu'ils le mettent évidemment sur la table. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas le même argument en fonction de la personne qu'on va contacter, quoi. C'est parce que là, je voyais passer l'info que je t'avais envoyée hier, Corinne, sur la boîte française qui s'est rapprochée d'un acteur allemand. Typiquement, elle s'est dit, voilà, moi, il faut que je me développe sur le marché européen et je ne vais peut-être pas y arriver tout seul. Elle s'est rapprochée de cet acteur-là, spécifiquement là, dans cet objectif-là, avec un enjeu précis. Elle n'est pas allée voir toute la terre entière en leur disant, je suis prêt à me faire racheter, quoi. Donc, moi, j'ai fait une opération. C'est évident, mais… Alors, c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que là, on parle en effet d'une entreprise qui avait une stratégie qui était de se développer à l'international d'une certaine façon, qui a choisi, je dirais, son acteur pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que, moi, j'ai fait une opération sur une start-up là, il y a 3 mois, juste avant le confinement, une chance, exactement ce genre de choses. Il faut savoir qu'on avait 3 types d'acteurs. C'est des gens qui étaient dans le secteur de la sécurité. On avait 3 types d'acteurs. On a fait 3 argumentaires différents. Parce que il se trouve que pour faire ce dossier-là, par exemple, je m'étais associée avec quelqu'un qui connaissait bien le secteur et qui était en mesure d'anticiper ce que pouvaient être les intérêts stratégiques des 3 catégories d'acteurs auxquels on s'est adressé. Et il y avait dedans des gens très différents, puisqu'il y avait à la fois des compagnies d'assurance et à la fois des acteurs de la sécurité au sens strict du terme, des acteurs techniques de la sécurité. Donc, on ne peut pas s'adresser de la même façon à 2 catégories de ce type-là, parce qu'ils n'ont pas les mêmes raisons de s'intéresser à un acteur donné. Donc, si vous avez, je dirais, dans votre écosystème, en fonction de votre business model, des partenaires potentiels, des gens avec lesquels vous travaillez qui sont de nature très différente, il faudra faire ce travail de se poser la question et d'essayer d'y apporter un début de réponse de pourquoi est-ce qu'il pourrait bien être intéressé par travailler avec vous. En même temps que vous vous posez la question, évidemment, de ce que ça vous apporte à vous, et évidemment de la priorité qui est la vôtre. C'est-à-dire peut-être que pour vous, la priorité, ce ne serait pas d'aller vers les acteurs A, mais plutôt vers les acteurs B. Après, fonction de l'urgence qui est la vôtre, il est clair aussi qu'il faut se poser la question de savoir s'il faut faire feu de tout bois ou s'il faut trier, cadencer, parce qu'on peut aussi mener un process en 2 temps, se donner une priorité sur certains types d'acteurs et se dire que si ça ne prend pas, on a un plan B. Toutes les stratégies doivent être débattues en fonction de ce qu'est la situation de l'entreprise, de son écosystème et bien évidemment de sa force sur le marché à un moment donné. Ouais, on est un peu comme dans une approche commerciale finalement. On teste un terrain de jeu avec un certain discours et puis on voit ce qui prend ou pas. Et juste en général, ton retour d'expérience, toi Corinne, sur les différents cas que tu as pu avoir, si on dit qu'en général, il y a un peu
trois scénarios d'acteurs potentiels. C'est quelle typologie d'acteurs? C'est justement des gens qui font la même chose mais sur un autre territoire. C'est des gens qui rachètent en vertical, en horizontal. Enfin, les cas qui reviennent le plus souvent, ce seraient lesquels selon toi? C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure en disant que pour que votre entité, je dirais, puisse intéresser les gens, il y a plusieurs éléments qui peuvent les intéresser et ça répond à la question de Louise-Marie, c'est-à-dire que si on a affaire à des gens… répondu déjà à cette question, pardon. Non, on n'a pas répondu techniquement à cette question, mais la réalité, c'est que si vous avez dans votre entourage professionnel des gens qui, évidemment, ont un fonds de commerce, c'est-à-dire des clients qui seraient des clients comparables aux vôtres, des clients complémentaires aux vôtres, ces gens-là, ils vont venir chercher chez vous, tout simplement, la capacité à venir chercher un fonds de commerce supplémentaire. C'est acquérir tout de suite des clients supplémentaires. Alors, ça peut être parce qu'ils sont sur un territoire différent, ça peut être parce qu'ils sont sur des clients différents, ils peuvent être sur des gros clients et vous sur des petits, ils peuvent être sur des petits et vous sur des gros, que sais-je, ça dépend de votre typologie de client. Dans ce cas-là, effectivement, on est sur des gens qui viennent chercher tout simplement un renforcement de leur fonds de commerce, qu'il soit, je dirais, sectoriel ou qu'il soit territorial. Après, on peut avoir des gens qui viennent chercher une pure innovation technologique parce que ça leur permet de servir leurs clients avec votre technologie et du coup de faire des ventes complémentaires, bien évidemment. Tout ça, ces scénarios-là seront différents en fonction du type de business qui est le vôtre. Dans certains cas, toutes ces solutions-là n'existeront pas forcément pour tous. Il y aura un scénario, il y en aura 2 ou il y en aura 3, ça dépendra bien évidemment de la situation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tous les scénarios existent sur le marché et qu'il n'y a pas un scénario privilégié par rapport aux autres. Et c'est là où la question finalement qui moi me tient particulièrement à cœur, mon équipe je pense peut en témoigner, mais du knowledge management est hyper importante parce que quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez et dans toutes les dimensions de la boîte, c'est du coup super important si vous allez après dans cette démarche-là et même vous levez des fonds, que les choses soient écrites, soient processées, parce que c'est ça aussi que vous allez vendre potentiellement à un racheteur potentiel. C'est-à-dire que si vous dites oui, nous on est des super bons commercialement, mais que je sais pas, votre CRM est pas clean, que vos process d'emailing sont pas écrits, n'importe quoi, enfin que le contenu de ce que vous savez faire c'est juste dans la tête des collaborateurs, ou que votre code, le code de votre techno n'est pas déposé quelque part et que c'est juste dans l'ordinateur de votre dev. Pareil, c'est comment vous arrivez à surtout cette dimension-là à habiller la mariée et surtout à laisser des traces partout et avoir une valeur derrière tangible, écrite, qui soit plus forte aussi pour l'acheteur potentiel. Il est clair que ces éléments-là seront des éléments particulièrement regardés par un acteur sectoriel, parce que clairement, je dirais, il parle le même langage que vous, hein, normalement, puisqu'il connaît un minimum de choses sur ce qu'est votre business. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sera un élément crucial de votre valo, clairement. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'acheter ou de se rapprocher avec des gens qui sont des génies, mais qui ont tout dans la tête, en effet, et sur lesquels ils auraient un risque majeur si jamais demain, vous les plantez. Donc, par nature, plus vous aurez les moyens d'attester qu'effectivement votre techno, vos process, votre démarche commerciale est en effet, je dirais, suffisamment tangible, processée, plus évidemment pour eux, ce sera une sécurité. Que si demain, le fondateur, pardonnez-moi l'expression, pète un câble, ils auront quand même acheté quelque chose qui a de la consistance et pas seulement, je dirais, une vision certes géniale, mais totalement informelle par quelqu'un dont ils deviennent totalement dépendants. Ça, c'est vraiment il faut que vous puissiez arriver en disant, regardez, on a une bible de notre boîte, quoi, en gros. Oui, c'est important parce que clairement, ils ne peuvent pas prendre le risque, je dirais, d'acheter uniquement l'idée qu'une personne est capable de développer quelque chose de génial, parce que pour eux, c'est un risque majeur. Alors, ils peuvent le faire, mais s'ils le font, ils le feront de toute façon à un prix très décoté. Juste sur la partie Valo, je vous rappelle du coup qu'on a un partenariat avec Estimeo qui fait des analyses comme ça d'entreprises et qui fait des calculs de Valo, qui vous aide aussi à calculer des Valos, soit dans le cadre de levée, soit dans ce type de cadre, ce qui peut vous donner un premier cadre déjà vous, de voir un peu les points sur lesquels eux, ils insistent et un peu une idée. Et en général, ils ont plutôt des résultats qui sont assez proches du terrain, sur la partie levée de fonds en tout cas.
Et ça peut être intéressant et on a un deal négocié avec eux. Voilà, normalement c'est 1 000 € et nous on l'a à 500 €. Donc si jamais certains veulent faire ce travail de valo en plus de ce qu'on pourra faire dans le cadre de diagnostic, etc., c'est des choses qui sont possibles aussi. Je fais des petits moments de pub pour les partenariats. Corinne, tu as fini un peu ton tour général ou tu as d'autres… Ouais. J'ai fini mon tour général. Donc, est-ce que certains ont d'autres questions? J'ai pas une question, mais c'était pour partager un peu notre expérience parce qu'on vient de céder notre première société. Donc, on a fait appel à un cabinet de fusion et acquisition comme celui de Corinne. Déjà, premier point, c'est que ça prend énormément de temps. Alors qu'on avait, nous, des acteurs sectoriels qui étaient nos concurrents directs et qui connaissaient mais parfaitement notre activité, notre marché, nos clients. Ça a pris plus de 18 mois. Ouais. Donc, pour les boîtes qui seraient dans l'urgence au niveau trésor, ça se fait pas en 6 mois, hein, c'est pas possible. Il y a tellement de choses et d'étapes à passer que ça, bon, il faut anticiper. C'est clair. Deuxième point, je conseille vraiment de se faire accompagner par un cabinet tel que celui de Corinne ou un autre, mais en tout cas un acteur qui va vraiment fluidifier le process et l'accélérer. Parce que si on n'avait pas été accompagné, on aurait mis, je pense, plus que 18 mois. Le deuxième gros avantage, c'est que ça permet de faire croire aux acquéreurs, même si ce n'est pas vrai, qu'il y a plusieurs acteurs qui peuvent être acquéreurs et donc faire la mise en compétition. C'est-à-dire que si nous, à la fin, on n'avait plus qu'un seul acquéreur, donc on a été un peu obligé de vendre au prix qu'il nous proposait. Mais néanmoins, on lui a fait croire jusqu'au bout qu'il y avait 2 ou 3 propositions concurrentes, ce qui a permis de maintenir un prix de cession qui était quand même raisonnable. Et ça montre que tu as réussi à convaincre un cabinet de le faire, parce que par exemple, Corinne, toi, tu te rémunères au résultat, donc il faut aussi que tu sois convaincu que la boîte en question ait des assets suffisamment intéressants pour être vendus. Alors, bon, là-dessus, je voudrais quand même juste vous dire, parce que l'objectif de ce webinaire, ce n'est pas de vendre ma tête, hein, donc je dirais que je reste à votre disposition, bien sûr, mais ce que je voudrais vous dire quand même, parce qu'on a une profession dans laquelle, aujourd'hui, certains d'entre vous sont peut-être en difficulté, mais certains de nos cabinets vont être en difficulté aussi. C'est-à-dire que beaucoup d'opérations vont être remises à plus tard, vont être annulées, etc. Faites attention, si vous prenez un intermédiaire quel qu'il soit, si vous prenez un conseil quel qu'il soit, que ces gens-là ne prennent pas le mandat juste parce qu'ils ont besoin, je dirais, de couvrir une partie de leur charge fixe. Leur modalité de rémunération en général, nos modalités de rémunération, c'est un honoraire forfaitaire de départ qui est en général relativement modeste, mais qui existe quand même, et derrière, l'essentiel au success fee. Ce qui veut dire qu'en effet, normalement, en tout cas moi, c'est ma stratégie, je ne prends une mission qu'à partir du moment où je considère que l'échange avec le dirigeant m'amène à penser qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'on a une vraie chance de valoriser la boîte à un niveau qui soit cohérent par rapport à ce qu'attend le dirigeant. Si ce n'est pas le cas, je ne prends pas la mission. Un certain nombre de mes confrères, que je ne nommerai pas, bien évidemment, font pas comme ça. Eux, ils considèrent que ils demandent un honoraire forfaitaire de départ de 15 ou 20 000 €. Ça leur permet d'assumer une partie de leur charge fixe. Et si le mandat ne va pas au bout, tant pis, ils prennent quand même le mandat. Faites attention à ça. C'est particulièrement crucial en ce moment en période de crise. On vient de le vivre sur le fonds que je gère sur une de nos participations, avec des gens qui se sont positionnés, dont je suis convaincue que le mandat ne les intéresse pas, mais ils demandent 30 000 € de retainer. Donc, avec 30 000 € de retainer, ils payent, je dirais, 6 ou 7 mois d'un chargé d'affaires. Voilà. C'est juste pour vous alerter sur le fait qu'en période de crise, tout le monde souffre et que ça peut amener des gens à vous faire miroiter qu'ils vont s'intéresser à votre projet et qui, en fait, ils ne vont pas s'y intéresser beaucoup. Voilà, donc faites attention. Faire attention au fixe. Voilà. Plus le retainer est élevé, et dès qu'il dépasse 15 000 €, je vous le donne, je vous donne ce moyen de le voir. Si le retainer dépasse 15 000 €, déjà, posez-vous la question de savoir est-ce qu'ils croient vraiment en leur chance d'aller au bout de l'opération. De
toute façon, il faut les avoir, là, les 30 000 euros ou les... en ce moment, je pense que… Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est une start-up et que certaines boîtes qui font ce genre de métier s'intéressent à vous, parfois, je dirais, on se laisse un peu aussi impressionner par certaines références, etc. Faites attention à ça, mais faites-vous accompagner, vous avez raison, hein, votre collègue le disait à l'instant, c'est vraiment important parce que c'est un process spécifique. 18 mois, pour revenir là-dessus, c'est quand même long. C'est vrai que si on est sur un vrai adossement sectoriel dans un environnement rapproché, on peut imaginer une opération à 9 mois, mais je répète, il faut que ce soit dans un environnement rapproché, c'est-à-dire des gens qui vous connaissent déjà, qui savent déjà pourquoi ils sont là, etc. Mais c'est vraiment le strict minimum. La durée moyenne d'une opération, c'est 1 an, hein, il faut le savoir, donc clairement. Après, il peut y avoir des enjeux d'adossement rapide qui sont liés à des problématiques de survie, mais dans ce cas-là, il ne faudra pas se battre sur la valo, quoi, hein. On est bien d'accord que Oui, c'est ça. Et du coup, Corinne, là-dessus, est-ce qu'une boîte qui se dit, bon, je ne sais pas trop comment ça va se passer avec la crise et tout, est-ce qu'elle a intérêt à tout de suite, dès maintenant, commencer un peu ce travail-là, quitte à finalement ne pas s'adosser ou ne pas se faire acheter? Comment on arrive à avancer là-dessus sans se mettre non plus dans une situation un peu bizarre, quoi, en disant… Alors moi, j'ai déjà été approchée, par exemple, où il y a des gens qui ont demandé à Paris & Co de racheter des solutions. Bon, évidemment, on ne pouvait pas le faire. Mais du coup, c'est un peu à double tranchant parce que ça peut vouloir leur dire, bon, bah voilà, on ne va pas super bien. Comment on fait pour avancer les deux en parallèle potentiellement pour ne pas non plus perdre trop de temps si jamais on doit se retourner? En l'occurrence, je pense que la question qui se pose aujourd'hui pour la plupart des startups, c'est est-ce que je peux tenir jusqu'à la fin du 2e trimestre 2021, poursuivre mon développement, peut-être pas aussi vite que je l'aurais fait sans la crise, mais est-ce que je peux tenir jusqu'à la fin du 2e trimestre 2021 sans lever d'argent? Si la réponse est oui, sauf à ce que vous vous disiez que l'adossement industriel est crucial pour aller plus vite en termes de développement et que ça vous permettra de générer plus de valeur, parce que la question reste valable tout le temps. Mais si vous ne répondez pas oui à cette question-là, vous vous dites que vous pouvez vous développer tout seul et que vous verrez et que 2021, de toute façon, les fonds vont recommencer à travailler. Pour ceux qui ne sont pas dans cette démarche d'avoir jusqu'à fin du 1er semestre 2021 avant de se poser la question de leurs ressources, alors la question mérite d'être posée et la réflexion mérite d'être entamée. Même si au final, vous passez par une autre solution, hein, parce que bon, je veux dire, je pense que le rôle d'un chef d'entreprise, c'est d'explorer tous les risques et puis d'essayer de piloter toutes les solutions possibles, quitte à, après le diagnostic même, vous dire oh ben non, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée, il y a peut-être d'autres options, parce qu'il faut jamais, je dirais jamais, mettre tous ses œufs dans le même panier. Hein. Ce n'est pas forcément l'adossement qui sera la solution idéale à la clé. Et peut-être que le diagnostic va le mettre en exergue, hein, tout simplement, parce que la logique, c'est quand même de se poser la question de savoir si c'est la meilleure solution ou pas, dans l'état particulier de l'entreprise aujourd'hui et dans l'état du marché. Voilà. Du coup, là-dessus, si certains se posent sérieusement la question, on va vous laisser un peu décanter à la suite de ces échanges. Dites-le nous, prévenez l'équipe développement startup. Et nous, on va voir ce qu'on peut mettre en place pour au moins faire un premier niveau de diagnostic. On ne pourra pas le faire pour tout le monde. Donc, par contre, il faut vraiment être dans une démarche où vous vous posez très, très sérieusement la question. On en discutera aussi avec votre chargé d'accompagnement Paris & Co, donc sur votre plateforme. Mais n'hésitez pas à nous en parler, quoi. Enguerrand, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter sur tes différents points, parce que ton Rex est intéressant. Peut-être juste un point, c'est que là, on passe beaucoup de temps à se poser des questions sur la valo de sa boîte. Et en fait, quand on est dans un process de cession comme ça, il faut juste savoir que la valo, c'est le prix que l'acquéreur va proposer, point barre. C'est ça, ouais. C'est clair. Bon, c'est comme ça. Donc, ouais, et c'est pour ça que d'ailleurs, je dirais, bon, moi, je fais des interventions sur l'évaluation d'entreprise, hein, puisque c'est aussi mon métier. Mais je dis souvent, dès le début, que le prix, ça n'est pas la valo. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, arrêtez de vous prendre la tête avec des calculs à n'en plus finir qui pourraient justifier une valorisation, parce que de toute façon, ça ne justifie rien. Et le seul prix que vous arriverez, je dirais, à vendre, c'est celui qui fait que l'acquéreur, lui, il aura envie de mettre ce prix-là sur le chèque, hein, c'est tout. Donc, d'une certaine façon, il y a des arguments à apporter à l'acquéreur pour qu'il puisse être favorable à une valorisation que vous lui proposez. Et ces arguments-là, comme dans la plupart des cas,
une start-up ne les a pas d'un point de vue financier, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire, bah voilà, ce sera 10 fois le REX ou je ne sais quoi. À partir de ce moment-là, les seuls arguments que vous pouvez faire valoir, c'est votre différenciation stratégique, c'est l'intérêt que vous apportez à votre acquéreur. Et après, bah, c'est le prix que vous visez par rapport à ça. Souvent, c'est aussi le prix qui éventuellement permet à vos investisseurs, quand vous en avez, de ne pas se retrouver dans une situation trop désagréable. Donc, tous ces éléments-là, c'est un espèce de melting pot de raisons qui aboutissent finalement à une valorisation possible. Et après, ben, charge à votre conseil et à vous de convaincre l'acquéreur qu'il a intérêt à faire l'opération à ce prix-là. Voilà. Quel que soit. Mais c'est pour ça que c'est le moment de pousser vraiment ce côté. J'essaye de valoriser un max tout notre savoir-faire et tout ce qu'on a. Enfin, je suis désolée, moi j'enfonce beaucoup ce point-là parce que vraiment je trouve que les boîtes le font pas assez. Mais quand on arrive auprès de quelqu'un en disant voilà, nous derrière on a je sais pas, 1200 pages de process, de trucs ultra précis de comment on fait pour telle et telle chose, etc. Bah, tout de suite, ça donne un peu plus d'assises à ce qu'on fait, quoi. Donc, c'est vraiment important. Donc, c'est l'occasion là de le faire. Faites bosser n'importe qui, votre stagiaire, j'en sais rien, mais moi, je suis une grosse chiante là-dessus, donc je demande à tout le monde de tout écrire. Dès qu'on fait un truc, on écrit, on le partage avec toute l'équipe. On a des fiches process dans tous les sens. Et franchement, ou des teachables, des trucs, on en a plein. Faites-le, quoi, parce que ça va apporter une petite brique en plus dans la négociation. Oui, c'est important parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand une entreprise en rachète une autre, le facteur de risque qui fait baisser le prix de façon significative, c'est ce que j'appelle moi l'intuitu personné du business. C'est-à-dire que dès que le business dépend exclusivement d'une ou deux personnes et une ou deux personnes qui peuvent disparaître demain, quelle qu'en soit la raison, clairement, ça, c'est des facteurs de diminution du prix très considérables. Il faudrait qu'on fasse un truc là-dessus. Ok. Bien. Bon, bah, merci beaucoup, Corinne. Donc, les uns les autres, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on essaye de faire ces 2 heures de diag avec vous. Voilà, alors pas juste pour le kiff de faire un diag. Hein, si vous voulez faire un diag juste pour le kiff, je sais pas, acheter un magazine et répondre à des tests, parce que quand même, c'est un peu de travail de l'autre côté pour nous et du budget. Mais voilà, si vraiment vous êtes dans cette démarche-là avec des vraies réflexions sur les 9 mois à venir, faites-nous signe, quoi. On essaiera de vous aider là-dessus. Très bien, merci de votre attention. Merci. Voilà. Et Louise-Marie vous a envoyé un mail normalement de retour de feedback. Donc, si vous voulez, vous aurez les coordonnées de Corinne, si ça peut vous intéresser également, ainsi que sa presse, et puis un petit document sur le BSR. Voilà. Super. Merci à tous. Merci, Théo aussi. Merci beaucoup, Corinne. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée à tous.